Bien, bonsoir à tous et ravi à nouveau de vous accueillir pour ces rendez-vous littéraires mensuels. Merci de votre fidélité. Vous avez bravé la météo ce soir et vous avez bien fait parce que on est ravis de recevoir ce soir Madame Neyla Chidiac et Monsieur Franck Tillier, que je remercie infiniment chacun d'avoir accepté nos invitations. Vraiment, merci beaucoup. Merci au Centre des Arts de nous accueillir dans cette belle salle à chaque fois. Merci à Angela Assouline de permettre ces rencontres-là. Et merci à Simon Bentolila qui anime effectivement ces rencontres depuis cette année, tout début d'année. Le thème de ce soir, l'acte d'écriture, thérapie et grand mystère. Alors l'art de l'écriture, le besoin d'écrire pour des raisons, des ambitions, des objectifs différents, n'en finit pas d'intriguer, de fasciner, de bouleverser, parce que peut-être la force d'implication qui l'accompagne est irrémédiable. Mais vous en parlerez mieux que moi ce soir. J'aime bien, vous le savez, présenter en quelques mots nos invités. Donc, Madame Neyla Chidiac, vous êtes d'abord, vous nous l'avez redit en loge, une amoureuse de la littérature, de la poésie et de la musique. Et vous dites que toutes ces formes artistiques nourrissent votre travail à la fois d'enseignante et de thérapeute. Vous êtes également une grande pionnière puisque vous avez fondé au milieu des années 90 les premiers ateliers d'écriture thérapeutique au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Spécialiste du traumatisme psychique, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. Votre expérience vous a inspiré plusieurs livres. En 2013, aux éditions Masson, les ateliers d'écriture thérapeutique, peut-être plus dédiés à des thérapeutes et des pros de l'atelier. Et puis le dernier, qui nous intéresse ce soir, paru en février dernier aux éditions Odile Jacob, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, dans lequel on apprend comment aiguiser sa plume comme médecine de l'esprit. Alors, quelles sont ces règles que vous utilisez, propres au genre, vous dites prosaïque ou poétique de l'écriture? Vous nous en parlerez ce soir. Monsieur Franck Tillier, vous êtes l'un des 3 auteurs les plus lus en France et une référence en matière de thriller, auteur d'une vingtaine de romans, tous parus chez Fleuve Éditions. Vous êtes aussi scénariste et vos livres sont traduits dans le monde entier. Vous signez Le plaisir de la peur aux éditions Le Robert, issu de la collection Secrets d'écriture, paru en mars dernier. Alors, quelle est donc votre recette magique pour composer des polars aussi haletants chaque fois? Vos idées semblent être comme des outils issus de votre atelier d'écriture, justement. Alors, parlons-en. Nous espérons ce soir vraiment rentrer dans l'antre de l'écrivain que vous êtes et peut-être lèverez-vous le voile de ce qui constitue votre mécanisme imaginaire, qu'est-ce qui le nourrit, comment fonctionnez-vous pour arriver à construire des récits au fil narratif aussi angoissant, aussi époustouflant, dont vous avez le secret, et pour notre plus grand plaisir. Donc, c'est ambitieux ce soir, on a envie de savoir, voilà. Donc, merci à vous tous, à peu près 1 heure, je pense, de temps de parole, et puis 3-4 questions avant la dédicace dans le hall, comme d'habitude. Passez un très bon moment, je vous remercie. Alors, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. 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 Alors, avant toute chose, j'aimerais poser une question que tout le monde s'est sûrement posée ici. Qu'est-ce qui différencie l'écriture thérapeutique de l'écriture tout court? Autrement dit, si l'écriture fait déjà du bien, pourquoi faire le choix de l'écriture thérapeutique? Neyla Chidiac. Bonsoir à tous. Merci Simon. En fait, en principe, l'écriture fait toujours du bien, mais soit on en fait un métier, soit on le fait pour soi, comme beaucoup de personnes qui écrivent pour soi dans un journal intime ou pour exprimer certaines choses. Mais depuis très longtemps, ça peut être utilisé comme un outil thérapeutique
pour certaines personnes qui préfèrent, qui sont plus à l'aise avec une médiation. Donc c'est une triangulation entre le patient, le thérapeute et la médiation artistique. En l'occurrence, ici, ça sera l'écriture. Donc en fait, la grande différence, c'est que l'écriture thérapeutique se fait dans un cadre thérapeutique. Avec des consignes également. Avec des consignes, une visée thérapeutique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le résultat ne compte pas du tout. Ni la quantité ne compte, ni la qualité ne compte. Ce n'est pas un atelier d'écriture littéraire, comme il y en a beaucoup. D'ailleurs, il foisonne. Ce n'est pas du tout le but. Si après le patient a envie d'être publié, il va aller voir des personnes spécialisées, des masterclass, pour savoir réellement créer. Avec moi, ils ne vont pas savoir créer pour être publiés. Ils vont pouvoir exprimer certaines choses et penser surtout. On y reviendra. Alors, où vous la situeriez, vous, la frontière, Franck Tillier? Je pense que dans l'écriture thérapeutique, on peut tout écrire. C'est-à-dire, le but de l'écriture thérapeutique, c'est de faire ressortir ce qu'on a au fond de soi par le moyen qui est l'écriture, et de mettre des mots MOTS, sur des mots peut-être MAUX intérieurs qu'on était incapable peut-être de formuler avant de se dire je vais essayer de les écrire. Après, moi, évidemment, c'est différent, puisque moi, je raconte des histoires, en fait. J'invente des histoires, j'ai des histoires en tête, et l'écriture est un moyen pour moi de les matérialiser, de faire exister ces histoires. Si j'ai écrit au départ, je pense que c'est parce que c'était pour moi le moyen le plus simple et direct de matérialiser ces images et ces histoires que j'avais en tête. J'étais à l'époque ingénieur, j'ai commencé à imaginer des histoires. Je me suis dit, mais comment je peux faire exister ces histoires? J'adorais le cinéma, mais j'avais évidemment aucune caméra et aucune connaissance pour en faire des films. Je suis nul en dessin. Et il se trouve que j'avais un stylo, et je me suis dit, ben voilà, tout le monde a un stylo, tout le monde peut avoir une feuille de papier, je vais essayer d'écrire ces histoires. Donc c'est vraiment ça le moteur de mon écriture, c'est de faire exister des histoires que j'invente dans ma tête. D'accord, alors vous écrivez aussi un peu pour je ne sais pas si on vous entend. Oui, je crois que vous entendez ou vous n'entendez pas très bien. Hein. Pas très bien, là. Oui, là non plus. Hein. Non, je sais pas. Ça fonctionne pas. On n'entend pas très bien. Non. Bon, écoutez, peut-être que... Micro-casque. En attendant que ça se règle, on va l'échanger. Oui, alors l'écriture vous aide quelque part aussi à aller mieux ou à vivre, c'est ça? Écoutez, je ne sais pas. Non, mais alors, il y a toujours une question très amusante que posent les gens. Ils me disent, mais si vous n'aviez pas écrit, est-ce que vous auriez été un tueur en série? Parce qu'en fait, si vous connaissez un peu mes livres, j'écris des choses, des histoires très sombres, qui vont assez loin, justement, dans la psychologie et puis dans la noirceur du monde. Donc les gens ont l'impression que je suis quelqu'un de très sombre, et à la limite, moi-même, l'un des personnages que j'invente dans mes livres. Et donc c'est une question qui revient, c'est-à-dire ils me disent, mais si vous n'aviez pas écrit un jour, peut-être que vous auriez été comme ces gens, vous seriez passé à l'acte, vous auriez assassiné des gens, etc. etc. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Puisque j'ai écrit, je ne peux pas répondre, puisque j'ai écrit, donc ça ne s'est pas fait. Enfin, jusqu'à présent. Ou alors je ne vous le dirai pas si donc oui, peut-être que si j'avais pas écrit, j'aurais pas pu expulser peut-être certaines choses que j'avais en moi, et que ça s'est fait par le biais de l'écriture. Mais ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Mais ce qui est certain, oui, c'est que au-delà d'avoir eu envie de raconter des histoires, c'est qu'il y a eu un besoin d'écrire, d'évacuer en tout cas ces histoires, parce que ces histoires en fait au début qui apparaissaient dans ma tête, c'était presque contre moi-même, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à raconter des histoires, en tout cas la première qui m'a mené à l'écriture est venue d'elle-même, peut-être à cause de tout ce que j'avais pu emmagasiner, on va dire, en images, en pensée négative, en images sombres, et ça s'est accumulé, et puis il y a une histoire qui a commencé à apparaître,
et qui me harcelait toutes les nuits. Au moment où je me couchais, je pensais à cette histoire, je pensais à des personnages. Et à un moment donné, je me suis dit, mais faut que je fasse quelque chose pour extraire cette histoire de ma tête. Et donc, c'est là qu'est venu l'acte d'écrire. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça et que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vouloir écrire une histoire, il faut aussi être capable de la mettre en mots. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'avoir des images en tête et de les transformer en quelque chose de compréhensible. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sensation de bien-être au moment où j'ai extrait cette histoire de ma tête par l'écriture. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'il y a aujourd'hui, après 20 livres, ça fait à peu près 20 ans que j'écris, je vais chercher les histoires à l'extérieur de moi-même. Alors peut-être il y a encore des choses au fond, et je pense que oui. Mais contrairement au tout premier livre où tout venait de l'intérieur, là, il faut que je pense que j'ai un peu, entre guillemets, vidé mon sac. et donc maintenant, je vais chercher les histoires à l'extérieur, mais il y a toujours de soi-même, évidemment, dans ce qu'on écrit. Ça rejoint aussi ce que vous dites sur la lecture. Il y a une citation, les livres nous permettent de vivre d'autres vies que la nôtre. Ils enrichissent notre expérience de situations que nous n'avons pas encore vécues, mais que nous pourrions vivre un jour. Ils nous rendent plus forts face aux problèmes, car ces écueils-là, les personnages de fiction y ont fait face et ont réussi à les surmonter. C'est quelque chose qui s'applique peut-être aussi aux personnages qu'on crée, en fait. Est-ce qu'en leur faisant surmonter des écueils, l'écrivain se renforce? Oui. Pour répondre en fait à ce que vous avez lu, je me suis surtout interrogé sur la raison pour laquelle les lecteurs lisaient ce genre-là, qui est un genre très sombre en fait, où les histoires sont très noires, où il y a des gens qui meurent, où il y a des gens qui vont creuser dans les tréfonds de la société. Et je me dis, mais pourquoi les gens aiment ça? Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez fascinant et de terrifiant en même temps. Et je l'ai vu aussi pendant le Covid, c'est-à-dire que pendant je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le premier confinement en avril, qui était le confinement dur, jamais mon roman Pandémia ne s'était autant vendu. Et Pandémia, c'était une histoire de virus qui était exactement, là, on va dire, exactement, c'était ce qu'on était en train de vivre. Mais je me dis, mais pourquoi les gens achètent ce roman-là, alors qu'un livre, normalement, on est censé s'évader à travers un livre. On nous parlait du virus, on allumait la télé, la radio, c'était le virus, et on prenait un livre qui parlait encore de virus. Je me dis, mais c'est... Donc c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre pourquoi ça se produisait. Alors il y avait deux raisons. La première, c'est qu'on avait besoin d'un canal d'information différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on ne savait plus trop ce que les médias nous racontaient, si c'était vrai, faux, ça nous terrorisait. Donc on s'est dit, bon voilà, on va regarder dans la littérature ce que pensent les auteurs, on va regarder dans le cinéma ce que pensent les réalisateurs qui nous parlent de virus, pour voir ce qui est réellement ce qui est en train de se passer. Donc c'était un moyen d'information différent. On avait besoin de s'informer d'une manière différente. Et donc les livres permettaient cela. Et aussi, la deuxième raison, c'était aussi c'est ce qui fait que le genre, je pense, polar fonctionne, c'est que finalement, il y a une espèce d'effet cathartique dans ces histoires très sombres. C'est-à-dire quelque part, elle nous rassure parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, notre vie n'est pas si moche par rapport à ce que vivent les personnages et les expériences qu'ils traversent dans les romans policiers. Il y a cet aspect de comparaison. Il y a aussi évidemment l'aspect qui nous informe, c'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect mimétique par rapport aux livres qu'on lit, c'est-à-dire on vit d'autres vies par l'intermédiaire des livres, et donc les problèmes qu'affrontent les personnages, dans les romans policiers, ils en affrontent énormément. En fait, ce sont des problèmes de la vie qu'on peut rencontrer, et on se rend compte que ces personnages-là réussissent à les surmonter, donc on se dit, nous aussi, on est capable, en mimant ce personnage, donc ça nous rassure. Donc il y a cet aspect-là qui fait... Voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur le genre, sur ce genre qui était le mien, et ça m'a beaucoup informé et enrichi, en fait. Alors oui, parmi vos sources, vous avez le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. J'imagine que Naïla, c'est un livre qui vous parle.
Oui, bien sûr, le DSM dont vous dites qu'il fait partie de votre pile bibliothèque de livres importants. Effectivement, vos personnages sont excessivement... Qu'est-ce que vous pensez de la crédibilité d'ailleurs de ces tueurs en série? Crédibilité extraordinaire, les personnages sont tellement réels. Il n'y a rien à dire sur ça. Je dirais que peut-être, dans ce que disait Franck tout à l'heure, il y a bien sûr un effet cathartique, mais il y a aussi, les gens aiment bien avoir peur, c'est-à-dire ils aiment comprendre, mais ils aiment bien avoir peur. Voilà. Donc on a des mouvements pulsionnels, il y a un côté la pulsion de vie, un côté la pulsion de mort, on l'a tous en nous. Et dans les livres de Franck, bon, la pulsion de mort, elle est vraiment à l'ordre du jour, en long, en large et en diagonale, maîtrisée d'une façon extraordinaire. Alors, j'ai lu que vous étiez ingénieur, donc voilà, parce que parfois je me disais, le personnage est construit comme un Rubik's Cube impeccable. Donc quand vous demandez si c'est crédible, oui, c'est absolument crédible. J'espère juste qu'il va continuer à écrire, parce que s'il a parlé d'acte d'écrire, il a dit il y avait des choses à l'intérieur de moi, donc j'espère que monsieur Franck Tillier va continuer à écrire, parce que si jamais il n'écrivait pas et qu'il y avait un passage à l'acte, ça pourrait être un très grand massacre. Donc on va lui souhaiter de continuer à écrire. Il y a une façon d'exorciser pour le lecteur aussi toutes ces craintes, mais aussi, lorsque vous parliez du Covid et du confinement, il y avait toutes ces informations qu'on recevait, et beaucoup de personnes avaient besoin de lire aussi sur la pandémie, mais pour pouvoir penser. Parce que quand on lit et quand on écrit, il y a un mouvement qui est un petit peu plus actif que juste de recevoir les informations. Donc ça a rassuré les gens d'avoir l'impression de maîtriser quelque chose qu'ils n'arrivaient pas du tout à maîtriser. Mais pour revenir à votre question, Simon, oui, les personnages sont justes et parfaits. Alors, Franck Tillier, vous parlez dès les premières pages de Stephen King, qui est votre modèle, on peut dire. Comme votre livre d'atelier, son livre Écriture, mémoire d'un métier, qui est une référence en la matière, comprend une partie autobiographique et une deuxième partie dédiée à des conseils plus pratiques, comme vous le faites. Tous les livres d'atelier d'écriture sont un petit peu construits de cette manière-là. Est-ce que votre éditrice, par exemple, vous a demandé de procéder comme ça, ou alors c'est venu naturellement? Oui, parce qu'en fait, c'est un modèle qui est intéressant, ce format, je trouve, de livre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'atelier d'écriture qui est quelque chose de plus pratique, à base d'exercices, où on sollicite le lecteur et on lui demande d'accomplir des actes d'écriture. Mais il y a aussi ce qui est intéressant quand un écrivain, un auteur propose un atelier d'écriture, c'est que le lecteur connaisse aussi cet écrivain qui propose l'atelier. Et donc c'était le rôle de la première partie, c'est-à-dire d'expliquer au lecteur qui j'étais moi-même, mais ce qui est aussi d'ailleurs qui fait partie finalement de l'atelier d'écriture, c'est de montrer que tout le monde peut écrire. Moi, c'est vraiment la base, c'est ce qui a structuré l'existence de ce livre, c'est-à-dire que moi, a priori, je n'ai aucune raison d'écrire. Les gens me disent, mais vous n'avez rien à voir avec la littérature, vous étiez ingénieur en informatique. J'étais ingénieur en informatique, j'ai fait des études pour être ingénieur en informatique, j'ai travaillé 10 ans en entreprise, et puis aujourd'hui, je vis de l'écriture, et ça fait 20 ans que j'écris. Donc il n'y a rien qui me prédestinait à être romancier. Je ne connaissais rien au milieu littéraire, donc c'est pour montrer que tout le monde peut y arriver aussi. Bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est comme ça que commence votre livre, la première phrase. Je n'ai pas grandi dans une famille de lecteurs. Pourquoi cette première phrase? Quelque part, c'est pour mettre à l'aise ceux qui ne seraient pas nés dans un milieu intello, qui auraient une inhibition pour se lancer dans l'écriture. Mais oui, complètement, parce que c'est ma réalité. Et moi-même, parfois, encore aujourd'hui, je peux me sentir mal à l'aise, parce que je n'ai pas le background qu'ont certains écrivains. C'est-à-dire que moi, j'ai pas grandi dans une famille qui lisait des livres. Donc, c'est les livres que j'ai commencé à lire quand j'avais 10-11 ans. C'est moi-même qui, par curiosité, qui voyait ces couvertures, qui voyait ces petites histoires. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de lire ça. Et les livres, on les trouvait sur les brocantes. Hein,
qui étaient là, et ma mère me prenait les livres parce que je trouvais les couvertures attrayantes. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et à lire et à trouver... C'est ce qui me fascine et ce qui me fait écrire aujourd'hui, c'est cette capacité qu'a un auteur à transporter des gens et à leur procurer des émotions. Pour moi, c'est le moteur de l'écriture, c'est de procurer des émotions à mes lecteurs. Et donc oui, j'ai pas ce passé littéraire, et donc c'est ce que je dis dans le livre et dans l'atelier, c'est-à-dire que écrire, tout le monde peut le faire, pour des raisons différentes, et évidemment, Nagla pourrait très bien en parler, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'on va se mettre à écrire, mais c'était vraiment l'objectif du livre, et on se rend compte, j'ai fait aussi des ateliers, on va dire, physiques, de masterclass. Des ateliers physiques où j'ai fait par exemple 6 séances. Mentor show, c'est ça? Oui, mais même pour le point, j'avais fait 6, c'était 6 ou 12. Ouais, non, c'était 6 séances de 3 heures. Donc tous les mardis, j'allais au point, et puis il y avait 12 personnes qui étaient là, qui s'étaient inscrites. Et donc là, c'était vraiment pendant 3 heures, pendant 6 fois, d'expliquer physiquement comment on écrit, de faire des exercices. Donc les gens étaient là pour des raisons complètement différentes. Il y avait des gens qui n'avaient jamais écrit de leur vie, il y avait des gens qui avaient déjà publié des livres. Et ce qui était intéressant, c'était enfin moi, ça m'a beaucoup aussi enrichi. Je me suis rendu compte que finalement, ce qui pouvait bloquer les gens dans l'acte d'écrire, enfin l'un des facteurs principaux, c'était le regard de l'autre. En fait, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire aujourd'hui, qui ont envie d'écrire, mais ils ont peur du jugement, en fait, que l'autre, le lecteur, mais ça peut être un seul lecteur qui peut être le proche, pourrait avoir sur leurs écrits. Donc c'est quelque chose, je dirais, presque de plus de psychologique que d'avoir une faculté extraordinaire à écrire. C'était vraiment intéressant à voir pendant les ateliers d'écriture, parce que tout ça s'est estompé au fil. C'est-à-dire qu'au début, personne parlait, personne n'osait lire son texte. Dans les ateliers, on voit bien, hein, les gens n'osent pas, ils ont peur d'écrire moins bien que l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, écrire moins bien? Et à la fin, moi j'étais heureux parce que j'avais gagné, puisque finalement, les gens, avec des textes très différents et à des niveaux très différents, ils étaient très heureux de lire leurs textes. Et je pense que c'est ce qu'ils étaient venus chercher, en fait, plutôt que d'écrire des romans. Et alors, Nayla, vous avez eu cette inhibition de certaines personnes dans vos ateliers aussi, ou... Alors, je voudrais juste, avant de répondre à la question, dire que Franck est un petit peu modeste et très très généreux. C'est très généreux de vouloir transmettre son savoir et sa grande capacité. Effectivement, tout le monde peut écrire, ça, Franck a raison. En revanche, tout le monde ne peut pas construire des histoires qui vont happer tous les lecteurs, hein. Donc, vous êtes très modeste, Franck, si tout le monde pensait comme vous, voilà. Bon, il est vrai que les maisons d'édition croulent sous les manuscrits, mais tout le monde ne peut pas aller dans une construction aussi fine, aussi élaborée que vous. Ensuite, pour répondre à votre question, Simon, en atelier d'écriture, en 17 ans à Sainte-Anne, il y a rarement eu une feuille blanche. On arrive toujours à donner une consigne pour que le patient puisse écrire, puisque la quantité ne compte pas, la qualité ne compte pas, donc il y a tout un rituel pour les aider. Mais le temps compte, en revanche. En revanche, ce qui est très difficile, c'est de lire. Donc je donnais un joker par an, le joker était utilisé pour ne pas lire. Mais je n'ai jamais eu de joker pour ne pas écrire. Mais la lecture est quelque chose de très, 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 très difficile. Et d'ailleurs, ça fait partie de la thérapeutique de pouvoir le lire à haute voix. Mais j'ai vraiment jamais eu de feuille blanche. Mais ne pas pouvoir lire était assez fréquent. Alors on parlait de la structure du livre de Franck, alors que vous aussi, il est en 2 parties, mais il n'y a pas de partie tellement autobiographique, à part sur la création des ateliers à Sainte-Anne, mais on y reviendra plus tard. Comment vous l'avez construit, alors, votre ouvrage ? En 2 temps, effectivement. La première partie de l'ouvrage, les bienfaits de l'écriture, je raconte un petit peu tout ce qui peut concerner l'écriture, le pourquoi de l'écriture, écrire à la main, avec quelques exemples de formes d'écriture, l'importance de la poésie, des contes, mais aussi sur certains petits cas de patients. Et la deuxième partie, où je voulais absolument donner des consignes d'écriture, parce qu'on me demande souvent des consignes d'écriture, je me disais, au lieu de juste faire un ouvrage un petit peu self-help book, je me suis dit, ça serait intéressant que je me fasse
pendant l'écriture du livre, mon propre atelier d'écriture. Donc c'est un peu tordu, mais je me suis fait des contraintes. Et une des contraintes, c'était je vais faire un abécédaire. Parce que parfois, en atelier d'écriture, je peux dire, vous avez 30 minutes pour faire un abécédaire de la colère. Donc A, qu'est-ce que vous allez mettre après B, C, D, E, avec le thème colère. Et là, je me suis dit, je vais faire un atelier d'écriture avec abécédaire de tout l'alphabet des auteurs. Donc c'est la deuxième partie du livre, c'est un abécédaire des auteurs qui me sont chers, qui sont intéressants, où je raconte leur rapport à l'écriture avec, ça se termine toujours par des consignes d'écriture. Donc en 2 temps, et je me chronométrais, donc après je me fais plein de contraintes, mais c'est la meilleure façon de pouvoir tester les contraintes que je vais donner après aux patients. Alors, on va revenir sur aussi la première partie de votre ouvrage, qui est autobiographique, Franck. Donc, on va revenir sur votre rencontre avec la lecture et l'écriture, en fait. Hein. Alors, je crois que ça s'est fait avec des magazines un peu particuliers. Picsou. Les Picsou, Picsou. c'est ça. Et Mickey. Et Mickey. Non, oui, et c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la rencontre avec un livre, quel qu'il soit, et de familiariser en fait les lecteurs ou les jeunes lecteurs avec la lecture. Parce que ce sont les lectures plus faciles qui vont mener ensuite à des lectures plus complexes. Il y a aussi l'aspect éducation, hein, évidemment, dans la lecture, et de donner un livre extrêmement compliqué tout de suite à un jeune, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est ce qui a pu créer beaucoup de rejet. Hein. Moi, je vois beaucoup de lecteurs aujourd'hui qui ont 40, 50 ans, qui viennent me voir et qui me disent mais c'est grâce à des livres comme les vôtres que je me suis remis à l'écriture, parce que j'avais gardé un peu cet effroi, entre guillemets, de certains livres qu'on nous a forcé à lire dans l'éducation nationale, évidemment, mais parce que ça faisait partie du programme et que le jeune n'était pas forcément prêt à ça. Et donc, il y a toujours un livre pour chaque lecteur. Il faut réussir faut que le lecteur puisse trouver son livre. Les livres attendent. Et donc voilà, moi j'ai toujours gardé ça en tête. Et c'est vrai que moi ça a débuté avec des lectures toutes simples. Et puis après ça a été des petits romans. Et puis après des romans un peu plus gros. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas la taille du roman qui compte. C'est la capacité qu'a un auteur, que vous allez avoir c'est en tout cas la résonance que vous allez ressentir quand vous allez lire tel auteur, et qui va vous procurer qui va vous faire voyager, qui va vous procurer toutes ces émotions qui est capable de transmettre un livre, avec pour moi-même une préférence pour l'émotion de la peur, parce que c'est là où je me sentais, c'est là où c'était mes lectures préférées, d'avoir cette émotion prépondérante, et c'est aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'écris dans ce genre-là, parce que j'essaye de reproduire, hein, il y a l'acte de... là encore une fois, il faudrait... que le médecin parle, mais on reproduit aussi certains actes, et moi c'est vrai que aujourd'hui je reproduis, je me dis qu'il y a des gens qui vont ressentir peut-être les émotions que j'ai moi-même ressenties quand je lisais ce genre-là, et je me disais que c'était tellement extraordinaire que je veux que les gens aient ce sentiment-là, et en fait c'est vraiment l'un de mes objectifs dans mon écriture d'aujourd'hui, avec aussi évidemment ça s'est fait aussi au fil du temps, avec un regard quand même sur le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a l'histoire qu'on raconte et toutes les émotions qu'on procure, mais il y a aussi ce qui est propre au genre du polar, quand même de un peu analyser, ou en tout cas questionner le lecteur sur le monde dans lequel il vit aujourd'hui. Alors on voit des lettres manuscrites qui sont reproduites quand vous avez écrit aux éditeurs, et vous avez, avant de voir paraître Conscience animale en 2003, vous avez eu beaucoup de lettres de refus, comme Stephen King qui les mettait sur un clou au-dessus de sa table de travail. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune écrivain qui voudrait se lancer, c'est très, face à cette... C'est très douloureux de recevoir ce genre de lettres, parce que... cette rude épreuve, quoi. Oui, parce qu'en fait, quand on écrit, on donne de soi-même, on donne du temps, on donne de ce qu'on a au fond de soi, et puis... il y a quelque chose de très naïf, en tout cas moi, ce que je ressentais, c'est que j'avais l'impression que ce que j'avais écrit, c'était bien, et que donc je me disais, mais pourquoi personne n'en veut, en fait. Mais je pense que c'est le sentiment que tout le monde ressent quand il a écrit quelque chose, et que il reçoit des avis négatifs. Donc c'est une étape très
très compliqué, parce qu'il y a une attente, et on reçoit les refus, donc il faut surmonter cette étape-là. Et puis, moi, ce que je conseille toujours à des personnes qui veulent raconter des histoires, donc écrire du roman, parce que moi je parle beaucoup de romans dans mon livre, c'est-à-dire un roman, pour moi, c'est quelque chose qui est destiné à être lu par des lecteurs. C'est-à-dire le but de l'auteur qui écrit un roman, c'est d'avoir des lecteurs qui vont lire son histoire. Après, il peut y avoir des raisons d'écrire très personnelles, très différentes, mais en tout cas, moi je suis toujours dans cet axe-là, Et alors, il y a des conseils, il y en a plein sur la manière d'écrire, mais en tout cas, pour les personnes qui ont écrit des histoires, c'est de ne pas faire lire aux proches, mais de le faire lire plutôt à une personne inconnue, ce qu'on a écrit. Parce qu'en fait, les proches, c'est terrible, parce que, mais ça, vous le vivez dans votre vie de tous les jours, jamais vous n'oserez dire à quelqu'un qui vous dit « Tiens, tu peux lire ça, un ami, un frère, tiens, j'ai écrit un truc, j'ai passé 1 an à écrire cette histoire, j'aimerais bien ton avis. » Et puis vous lisez le truc, mais ça vous tombe des bras, en fait. Vous dites « Mais jamais vous allez lui dire ça, en fait. » Et c'est pourtant ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, la réalité est très difficile, c'est-à-dire, en fait, t'es pas fait pour écrire des romans, en fait. Enfin, c'est ça le... Et donc, en fait, moi, ce que j'avais fait, c'était de prendre ce que j'avais écrit, puis d'aller dans la médiathèque, la bibliothèque du coin, et puis de laisser le manuscrit là, en demandant très gentiment, voilà, est-ce que vous, à l'une des bibliothécaires, est-ce que vous pourriez demander à une personne si elle veut bien lire ces pages-là, et puis voilà, il y a un lecteur qui a lu, et puis là, il y a un vrai retour, parce que le lecteur, lui, quand il ne vous connaît pas, il est intransigeant. Enfin, en fait, lui, il donne son vrai ressenti. Et là, vous aurez la vérité sur sur la valeur de vos écrits, parce qu'on peut très bien ne pas être fait pour raconter des histoires. Ça n'enlève rien à l'envie d'écrire. On peut évidemment continuer à écrire. Et au contraire, il faut le faire. Mais on ne sera jamais... Voilà, il faut se dire à un moment donné, bon, tant pis, c'est que je ne suis pas fait pour être publié, pour avoir un public. Mais voilà, ça c'est important, parce que souvent les amis vont dire « Ouais, c'est bien », puis donc on y croit, et puis après, on reçoit ses lettres, et puis on recommence, et puis pendant 1 an, 2 ans, puis on peut aller mal, quoi, parce qu'on se dit « Mais je suis le plus grand génie et personne n'en veut, parce que tous mes amis m'ont dit que c'était bien, alors pourquoi les autres... » Voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc ça, voilà, c'est un des conseils, mais ce conseil-là, il est un peu... c'est pas un vrai conseil, parce que ça implique que le livre est déjà écrit, et il faudrait je ne sais pas si vous voulez des conseils pour écrire des histoires, mais bon, ça serait trop long, mais en tout cas, voilà, c'est un peu le... En tout cas, dans la partie sur les conseils, donc, qui s'appelle « Prenez la plume », vous mettez beaucoup l'accent sur les étapes préalables à l'écriture, beaucoup plus que l'écriture en elle-même, même si les étapes d'avant, c'est l'écriture aussi, mais pourquoi ce choix ? Parce que, en fait, il faut avoir une idée, enfin, c'est la chose la plus importante Surtout dans le polar, quoi. Oui, dans le polar, mais même d'ailleurs dans toute forme de littérature romanesque, il faut avoir une idée, enfin quelque chose à raconter. Et en fait, quand vous demandez ça aux gens qui veulent écrire, vous dites, mais en fait, c'est quoi ? Tu veux raconter quoi ? Et les gens vous disent, je sais pas trop. Donc il faut réussir à formuler ce qu'on veut raconter. On peut pas écrire un livre, une histoire, sans savoir pourquoi on veut raconter cette histoire et ce qu'on veut raconter. Et donc la base du travail d'écriture, c'est de trouver une idée. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué c'est toujours l'étape la plus complexe. Mais c'est comme les inventions, c'est-à-dire, aujourd'hui, on utilise tous des allumettes, mais pour avoir l'idée de l'allumette à un moment donné, ça n'a pas été si simple. Ou l'ampoule, c'est un exemple que je donne. Et donc, trouver l'idée, c'est très complexe, parce que c'est quelque chose qu'on doit aller chercher au fond de soi. Quand on cherche une idée, on n'a rien de concret à faire. On est là comme ça, un peu sans matière à manipuler. On vient de finir un livre, et on se dit mais il faut que j'en trouve une autre idée. Donc il y a quelque chose de complexe. Donc moi j'accorde beaucoup de temps à cet espace-là. Aujourd'hui, après 20 livres, je sais à peu près, c'est un avantage aussi, c'est-à-dire je sais à peu près comment je fonctionne. Quand on écrit un livre, on ne sait pas du tout combien de temps est-ce que c'est normal que pendant 1 mois je ne trouve pas d'idée. Après, un certain nombre de livres, il y a une sorte de cycle qui se met en route. Et donc je sais, suivant le moment où on est dans l'année, si c'est normal ou pas d'être au stade d'écriture dans lequel je suis. Et vous citez Jack London qui dit qu'il faut aller traquer l'idée, une matraque à la main, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que
ce n'est pas passif en fait de trouver une idée, c'est-à-dire il ne suffit pas de s'asseoir dans un fauteuil comme ici et puis de dire je vais attendre et puis l'illumination, vous savez, l'éclair qui arrive, c'est quelque chose de très actif, il faut stimuler son cerveau, il faut observer, on dit souvent, on nous compare souvent à des éponges, hein, vous savez, on dit souvent les auteurs qui cherchent des idées comme ça, c'est un peu comme des éponges, ils absorbent tous les éléments qui sont autour d'eux parce qu'on se met dans un état d'esprit très particulier où on se dit tout peut être propice à une histoire, où c'est bien un fait divers terrible que quelqu'un qui va traverser la rue devant nous et où il va se passer un petit truc, un personnage qu'on va croiser dans la rue, un paysage, et on se dit tiens là il pourrait se passer. Et c'est comme ça que on se met un peu dans cet état-là. Alors ça vient de partout, c'est très compliqué parce que vous êtes à la fin de la journée, vous êtes fatigué parce que votre cerveau a tourné en permanence et c'est comme ça pendant des jours et des jours. Et puis à un moment donné il y a quelque chose qui entre en résonance plus que ce qui s'est passé avant, et là vous dites tiens, mais tiens, et puis ça va vous accrocher, et puis c'est comme ça que en tout cas ça se passe pour moi, mais ça se passe aussi de cette manière-là pour beaucoup de mes confrères avec qui j'ai discuté justement sur la manière comment ils font pour avoir leurs idées. Bien sûr, et alors Neyla, vous êtes aussi poétesse, et comment vous viennent vos idées en général? Est-ce que vous les provoquez comme ça ou... Alors, j'ai pas de matraque. Mais je dirais que j'ai la musique et les voyages, alors les voyages imaginaires ou les vrais voyages. Et comme disait Franck, c'est-à-dire il y a une ouïe, une sensorialité qui est très sensible et qui essaye de capturer. Mais sinon, il y a beaucoup de travail. Et j'aime bien, parce que Franck en parle aussi, cette notion de rituel qui est importante. En revanche, je ne pourrais pas raconter d'histoire. Même si j'avais beaucoup aimé, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Franck, Stephen King, dans son ouvrage sur l'écriture, disait « Si vous savez où vous allez, c'est que ce n'est pas un bon roman ». C'est étonnant parce que j'ai des auteurs, écrivains qui me disent « Ah non, moi je sais très bien où je vais, j'ai un plan ». Donc est-ce que l'ingénieur que vous êtes, vous savez où vous voulez arriver, ou bien vous êtes comme Stephen King, vous osez voguer? Oui, alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir, d'avoir des étapes très importantes de mon roman, de mon livre, d'avoir une trame quand même assez établie, mais en fait il y a toujours la magie de l'écriture, c'est-à-dire que je compare souvent l'acte d'écriture un peu au Vendée Globe, c'est-à-dire vous êtes le navigateur qui connaissez votre trajectoire, en tout cas vous la planifiez, vous avez regardé la météo, vous avez tout préparé. Sauf qu'au moment où vous lancez la course, il y a tout un tas d'imprévus qui vont vous faire que cette course ne ressemblera jamais à celle que vous aviez programmée. Les vents vont vous faire sortir de votre trajectoire, votre mât va casser, il va falloir le réparer, vous allez avoir une tempête en face de vous, un gros orage, et vous allez vous dire est-ce que je traverse l'orage ou est-ce que je le contourne, mais si je le contourne, je perds 3 jours, mais au moins j'ai la sécurité d'y arriver. Moi, il y a quelque chose de très difficile dans l'écriture, et ça se produit à chaque livre, c'est le moment du choix. C'est-à-dire que vous êtes en train d'écrire, vous avez planifié des choses, puis à un moment donné, vous êtes, je sais pas, page 100 de votre livre, et puis il y a une idée qui vient, vous avez un choix, c'est-à-dire par exemple de tel personnage, de faire que 2 personnages se rencontrent ou pas. Et vous dites, s'ils se rencontrent, c'est génial, parce qu'ils vont pouvoir par exemple travailler à 2, et puis il y en a un qui va avoir des choses, donc ça va avoir une implication. Ou alors vous dites... non, parce que j'avais prévu qu'ils ne se rencontrent pas et ça marche mieux comme ça. Sauf que vous vous dites, s'ils se rencontrent, c'est mieux parce que vous avez l'idée au moment de l'écriture. Et en fait, vous les faites se rencontrer, vous écrivez, puis à un moment donné, ça ne marche pas, par exemple, parce qu'on n'arrivait pas à revenir. Et donc ça se passe en permanence. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Et ça, ce que je dis aussi, ça, c'est quand on... je le dis, je ne sais plus si je le dis là, mais en tout cas, je l'avais dit par oral, c'est-à-dire que vous êtes confronté en permanence à des choix comme ça, qui sont carrément à l'opposé. Et vous allez devoir en choisir un sans savoir s'il est mieux que l'autre. Et vous le choisissez, puis vous commencez à écrire. Et si vous sentez qu'il y a un... Mais ça, vraiment, on le ressent. On écrit, mais on sent qu'il y a un truc qui bloque. Enfin, on se sent mal. Mais on continue à écrire. On peut aller au bout du livre comme ça. Moi, je l'ai fait pour un de mes romans, de mes premiers, qui s'appelait Fracture, où j'étais allé au bout du livre. Et je le donne à mon éditeur. Il me dit, mais il est bientôt là, mais il y a un truc qui ne marche pas, en fait. Et l'implication, c'était quand même d'enlever un quart du livre.
mais en plus avec un personnage et tout, c'était horrible, hein, là vous démontez tout. Et en fait, en retraçant avec lui, on s'est rendu compte que c'était le moment du choix, en fait, on est revenu à ce point-là où j'avais le choix, et où j'avais choisi le mauvais. Et j'aurais dû prendre l'autre, et pour la réécriture, j'ai pris l'autre choix, et je me suis senti bien tout de suite, c'est-à-dire que ça a fonctionné tout de suite. Donc ça, c'est aussi des choses, mais ça, c'est difficile à expliquer il faut le vivre, mais en tout cas, ça fait gagner beaucoup de temps, c'est-à-dire que si vous écrivez et que vous vous sentez mal, vous continuez à sortir les rames, comme on dit, ben en fait, il faut revenir en arrière tout de suite. Voilà, c'est pour ça les ateliers, il y a la partie, évidemment, des exercices qui sont géniaux, hein, qui vont faire travailler l'imaginaire, qui vont donner parfois des textes qui sont très jolis, des nouvelles, ça c'est génial. Et après, il y a la partie sensation, là, qui est plus propre à chacun, et ça, il n'y a pas d'atelier pour ça. Après, chacun trace. C'est pour ça que Stephen King, il a ce mode de fonctionnement-là. Il y a, encore une fois, pour avoir interrogé mes confrères, on a la moitié qui partent sur une idée de départ, et puis hop, ils se lancent comme ça. Et puis, ça, au fur et à mesure, ils avancent, et puis ils vont au bout. Et après, il y a les gens un peu plus comme moi qui essayent de planifier à l'avance. C'est vraiment 50-50. Enfin, en tout cas, dans le milieu de la fiction, du roman policier, on trouve la moitié. Alors vous écrivez aussi qu'il faut faire du lecteur son obsession, penser au lecteur en permanence. C'est ce qui différencie vos deux ouvrages le plus, je trouve, peut-être, c'est ça. Vous dites qu'il faut... Naïla, c'est le contraire, vous préconisez, pour que ça marche, il ne faut pas qu'on écrive pour personne, en fait. Oui, en fait, il y a un psychanalyste qui s'appelle Philippe Lejeune, qui a beaucoup travaillé sur le journal intime, qui disait que le premier public, c'est le public intérieur. Donc on écrit pour soi, en atelier d'écriture thérapeutique, j'entends. Et donc les autres ne nous importent pas trop, et j'ai envie de dire tant mieux, puisque le but, encore une fois, n'est pas l'aspect littéraire, mais l'aspect immédiat, à l'opposé donc de l'atelier de Franck, qui raconte très bien comment écrire une histoire, comment on peut faire. En atelier d'écriture, tout ce qui compte, c'est de pouvoir avoir une production dans une mise en abîme de contraintes. C'est-à-dire qu'il n'y a que des contraintes, et c'est à l'intérieur de ces contraintes que va surgir une émotion ou une pensée. Vous parliez de poésie, et en fait, je me base un petit peu sur ce poète René Char qui disait « Les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore ». Et pour permettre aux idées, aux pensées, aux émotions de jaillir, elles ne vont pouvoir jaillir que dans un cadre très restrictif. Et ce cadre, ça va être le lieu, bien sûr, de l'atelier, le temps, 30 ou 45 minutes selon la consigne, le papier, le crayon, la consigne elle-même qui est divisée en forme et en fond. Et c'est à l'intérieur de cette mise en abîme-là que peut surgir une émotion. Et ce qui compte, c'est de pouvoir le lire, comme je vous disais tout à l'heure. À la rigueur, bien sûr, il y en a qui vont dire « Ah, j'ai peur de lire après X parce que X écrit très bien ». Voilà, c'est la seule chose qui peut déranger, mais il n'y aura pas le public extérieur. Alors, vous écrivez aussi, Franck, à la main, plutôt, dans des carnets, pour noter vos idées. Alors, c'est ce que vous préconisez, plutôt, dans votre livre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on perd en perdant la calligraphie? Non, c'est... alors moi, j'écris à l'ordinateur mes livres. En tout cas, quand je me mets à écrire, vraiment à démarrer mon roman, j'ai étrangement besoin d'avoir mon clavier. C'est une question, je pense, de génération. Hein. J'ai grandi, enfin, je suis ingénieur en informatique, mais j'ai grandi avec des ordinateurs, donc pour moi, c'est plus naturel. Par contre, évidemment, j'ai toujours ces carnets-là, parce que on peut les transporter avec soi, c'est l'instantanéité, quoi. C'est-à-dire que parfois des idées arrivent, on se dit bah tiens c'est intéressant, donc je les note, ou ne serait-ce que d'aller voir je vais voir des spécialistes aussi pour préparer mes romans, donc je sors mon carnet et puis je note comme ça les éléments importants, et donc il y a ce mode de fonctionnement là qui est encore là, qui existe. Et puis, c'est vrai que ces carnets-là, j'en ai remis quelques pages dans le livre, parce que c'était intéressant aussi pour moi d'écrire. Enfin, c'était le bon moment, en fait, je trouve, d'écrire ce livre. Ça fait 20 ans que... Je me posais, avant d'être sollicité par
un éditeur, j'avais cette envie déjà de laisser une trace de mon parcours pour moi-même. Et là, justement, c'était pas pour avoir des lecteurs, c'était plus en me disant, mais ça fait 20 ans que j'écris, et puis il y a des choses dont je me souviens moins bien du début. Parce que bon, au bout de 20 ans, il y a eu beaucoup de choses, et je sais plus trop comment s'est passé tel ou tel moment. Enfin, si, je m'en souviens encore, mais bon, ça commence à disparaître. Donc je me suis dit, mais il faudrait que je le note. Et j'avais jamais fait l'effort, finalement, de le noter. Donc là, c'était vraiment l'occasion de tout remettre à zéro, d'aller rechercher des documents qui étaient un peu éparpillés, les lettres de refus, justement les pages de carnet, parce que des carnets, j'en ai un peu partout. Étrangement, je suis très brouillon, je suis très rigoureux dans mes livres, mais tout autour de moi, c'est très brouillon, il y en a partout. Mais c'est spécifique à certains artistes qui ont besoin un peu leur organisation se trouve dans le désordre, justement. Donc je suis un peu comme ça, étrangement. Et donc oui, c'était le bon moment pour moi de rassembler tout ça, de faire un petit... puis je me dis, bon, en 20 ans, on commence à avoir des choses à raconter sur 20 ans et 20 livres sur l'écriture. Donc c'était vraiment finalement le bon moment pour que ça sorte, en fait. Neïla, dans vos ateliers, on écrit à la main aussi. Oui, j'insiste pour qu'on écrive à la main, effectivement, parce que je trouve qu'il y a un engagement du corps et de la pensée qui se font quand c'est écrit à la main. Et puis il y a un petit chapitre sur l'écriture à la main qui explique à quel point cette notion, si vous voulez, si on prend l'étymologie de écrire, c'est inciser, c'est inscrire, c'est gratter, tracer des lignes comme labourer la terre. Et avant de le faire avec un outil, on le fait à la main, avec un stylo, un crayon. Et puis, il y a aussi cet aspect très intéressant dans l'écriture, encore une fois, thérapeutique, c'est que quand on écrit à la main, on va voir son lapsus, c'est-à-dire on va barrer, il va y avoir une rature, alors que quand on le fait à l'ordinateur, on efface et on n'aura pas ce lapsus qui peut parfois être très intéressant, et parfois il est poétique, et parfois il est révélateur de quelque chose. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles, entre autres, j'insiste pour l'écriture à la main. Alors, donc, votre livre, Les bienfaits de l'écriture, les bienfaits des mots, se destine à tout public, disons, adulte. Il est en deux parties. L'une explore l'essence de ce qui soigne, et dans l'autre, il est question donc d'exercices pratiques. En introduction, vous revenez sur le commencement des ateliers. C'était en 1997. Racontez-nous le début de l'aventure littéraire à Sainte-Anne. Alors... Je vais le retranscrire de manière très polie, parce que j'avais un chef de service qui était excessivement brillant, mais un petit peu brut. Donc nous sommes en 97, et ma spécificité en tant que psychologue clinicienne est le traumatisme psychique. Donc en 97, il n'y avait pas encore beaucoup de drames et de tragédies, malheureusement, à l'époque. Et donc je viens dans ce service après avoir été stagiaire des années auparavant. Et je demande au chef de service si je pourrais avoir une consultation de psychotrauma. En 97, il n'y en avait qu'une seule à l'hôpital Saint-Antoine. Et il me dit, vous voulez... Bon, là, je vais vous dire ce que je n'ai pas dit dans le livre, mais il me l'a dit comme ça. Il m'a dit, vous voulez jouer à Starsky et Hutch dans mon service? Je lui dis, oui, s'il vous plaît, monsieur. Je savais qu'il était très provocateur. Il me dit, j'accepte si vous me trouvez quelque chose de plus intelligent. Et vous avez 48 heures. Voilà, c'était aussi brut que ça. Il y avait une consigne, là, pour le coup. Oui, donc exactement. D'ailleurs, je dis dans le livre, ma première contrainte est arrivée ainsi. Donc, comme je connaissais le personnage, je savais qu'il était sérieux. Donc, me voilà errant dans Sainte-Anne, un hôpital donc, dans le 14e psychiatrique, aux allées qui ont des noms de poètes et d'écrivains. Et puis, je remonte dans le service où j'étais stagiaire, et je m'aperçois qu'au 4e étage, il y a tout un service que je n'avais pas remarqué, intitulé Département d'art-thérapie, CEE, Centre d'études de l'expression. Et je rentre et je regarde atelier peinture, atelier musique, atelier modelage, atelier théâtre, atelier danse, bref. Et je ne vois pas d'atelier d'écriture. Donc je redescends, je tape à sa porte et il me dit « ça ne fait pas 48 heures ». Je dis juste « un atelier d'écriture » et il me dit « vous avez une semaine pour le monter ». Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Honnêtement, en 2020, j'aurais pas eu l'autorisation ni le droit de le faire en une semaine. La chance que j'avais, c'était que j'avais une passion personnelle pour la littérature. J'écrivais, donc je maîtrisais la médiation. Je me suis vite formée. À l'époque, il n'y avait rien en France, donc je me suis formée rapidement, pas en une semaine, mais
en parallèle avec des ateliers d'écriture aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'en 97, j'ai commencé le premier atelier d'écriture thérapeutique à l'hôpital Sainte-Anne. L'aventure a continué jusqu'en 2010. J'ai quitté Sainte-Anne. Les ateliers continuent. Il y en a un peu partout maintenant et je continue, mais en libéral. Alors, il y a eu plusieurs vagues de succès, un dans les années 70, par exemple, il me semble. Alors, selon vous, le succès que connaissent aujourd'hui les ateliers d'écriture, les écoles d'écriture, avec les masterclass, les masters de création littéraire, cet engouement, est-ce qu'il profite aussi aux ateliers d'écriture thérapeutique, où ces derniers cheminent indépendamment ? Alors, il profite au sens où ça devient moins bizarre d'aller dans un hôpital et faire un atelier d'écriture thérapeutique. Mais les gens confondent un petit peu les deux. Ils espèrent dans l'atelier d'écriture thérapeutique que ça va donner quelque chose de littéraire, donc il faut bien préciser. Mais ça continue, ça chemine tout seul. C'est pas que ça leur profite, mais en tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que ça profite, je dirais, aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir écrire à nouveau. Parce que c'est ça qui est exceptionnel, c'est de pouvoir donner aux gens l'envie d'écrire et donc de lire. Et ça, c'est très important, me semble-t-il. Pardon, ça s'est développé ailleurs en France, ou les ateliers thérapeutiques un peu partout? Oui, maintenant, il y en a beaucoup, même dans les services qui ne sont pas psychiatriques, par exemple en cancéro, des ateliers d'écriture pour Alzheimer, pour adolescents, en difficulté ou psychique ou de maladie, voilà. Donc cet aspect thérapeutique n'est pas uniquement à visée psychiatrique. Alors, quels sont les principaux effets curatifs finalement, enfin tout format d'écriture confondu? Curatif, alors encore une fois, chaque personne est unique, mais on va dire premièrement la mise à distance, c'est-à-dire que parfois vos émotions, vos pensées vous bousculent. Pouvoir écrire dans un temps donné, c'est pouvoir mettre une mise à distance de ces émotions, et donc quand on les voit à distance, elles sont moins perturbantes, on peut mieux les gérer. Ensuite, comme un petit peu disait Franck, certaines peurs, certaines angoisses, au lieu de les avoir en répétition dans sa tête, en images répétitives, en cauchemars ou même en pensées, on a certaines pensées de rumination. Pouvoir dire à quelqu'un, écrivez-moi un cauchemar réel ou imaginaire et donner 3 fins FINS différentes, permet au patient de passer de la position de la passivité à la position d'activité, donc d'être actif, et de pouvoir penser, imaginer ou pas, une issue à cette problématique. Sinon, parfois on me dit je n'ai pas d'imaginaire, ce qui est archi faux. On en a tous, mais on n'a pas tous la porte qui est ouverte. Et donc les exercices parfois qui paraissent absurdes que je peux proposer sont en fait un levier pour ouvrir cette porte qui est souvent fermée à cause d'inhibitions sociales, éducatives. D'ailleurs, à propos d'éducation nationale, ça serait merveilleux d'avoir au programme du bac vos livres. Ça donnerait certainement envie de lire aux jeunes encore plus que certains ouvrages dont je ne citerai pas les noms, mais ça serait à proposer, je pense, à l'éducation nationale. Alors, est-ce qu'il y a des études qui attestent, par exemple, du fait que ça améliore la santé physique chez les victimes de traumatismes ou les systèmes de défense immunitaire, par exemple? Oui, absolument. Alors, les Américains adorent les études et heureusement qu'ils font toutes ces études statistiques innombrables. Ils ont fait beaucoup d'études, notamment avec les étudiants, faire écrire un journal intime, par exemple, à des personnes qui ont des examens et ceux qui n'ont pas écrit un journal intime pendant 3 jours et ceux qui ont écrit. Alors, vous pensez que qui va avoir plus de stress? Ceux qui ont écrit, eh bien, c'est ceux qui ont écrit qui sont plus stressés que ceux qui n'ont pas écrit. Donc, voilà, ça, c'est une étude assez intéressante. En revanche, parce que 3 jours avant, ça stresse. Mais ceux qui ont l'habitude d'avoir un journal intime ou qui ont l'habitude d'écrire vont être moins stressés. Donc en fait, tout est relatif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la lecture des études statistiques. En revanche, il y a des études très sérieuses qui ont aussi été faites sur le taux de cortisol et le taux donc, de stress qui est évalué quand on écrit régulièrement. Pour les personnes qui ont des maladies chroniques, eh bien, le niveau de stress diminue quand on écrit. Pour ce qui est du traumatisme psychique, effectivement, des études ont été élaborées grâce à mes stagiaires
parce qu'on faisait passer des tests d'évaluation, auto-évaluation et évaluation par le thérapeute avant, pendant et après l'atelier. Au bout de 3 mois de suivi régulier, il y avait effectivement des bienfaits qui étaient soulignés et signalés. Voilà. Alors on va revenir sur un élément fondamental sur lequel vous insistez beaucoup, c'est la contrainte, la consigne à suivre. Expliquez-nous son importance dans le processus de guérison, en fait. Est-ce qu'elle fait ressurgir les pensées refoulées, par exemple? En fait, la contrainte, si vous me donnez 30 secondes, vous me donnez 30 secondes, là, bon, alors je vais vous faire un atelier en direct en 30 secondes, les patients auraient eu 30 ou 45 minutes. Donc si je vous disais là, vous avez 1 seconde ou 3 secondes, je vais être très généreuse, pensez à quelqu'un qui est soit décédé, donc par exemple Mozart, soit qui n'a jamais existé, on va prendre Mickey Mouse. Donc là déjà vous devez choisir. Vous avez choisi dans votre tête quelqu'un, Franck aussi s'il vous plaît, Simon. Voilà, bah, vous devez le faire. Donc déjà, à ce stade-là de la consigne, on me dit, mais si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc déjà, on voit qui est anxieux, qui n'est pas anxieux, ou bien celui qui va me dire, j'arrive pas à choisir, est-ce que je peux prendre les deux? Donc je dis non, j'ai demandé à ce qu'on choisisse. Donc déjà, au niveau du processus du choix, ça met un petit peu le bazar en général dans l'atelier. Et puis je leur dis, bon stop, vous avez choisi, vous ne dites pas qui c'est. Maintenant, la consigne commence. Vous allez me faire en 10 minutes, pas vous, vous n'avez que 5 secondes, s'il vous plaît, sous forme de liste. Donc là, la contrainte, c'est la forme liste. Ce n'est pas un poème, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas un dialogue, c'est liste. Donc juste des tirets. Qu'est-ce qui se trouve dans le tiroir de la table de chevet du personnage que vous avez choisi? Et là, à nouveau le bazar, mais je ne sais pas. Je dis précisément, qu'est-ce qu'il y a? Mais si je ne sais pas, vous pouvez imaginer. Et figurez-vous que j'ai parfois des jeunes personnes qui sont très bien insérées, qui vont bien, qui bug complètement, qui ne peuvent pas. Et puis je vais avoir quelqu'un qui, au moment de la lecture, va me faire une liste qui ne se termine pas. Donc j'ai le vertige et je lui dis, mais tout ça dans la table? Elle me dit, non, il n'avait pas de tiroir, c'était une malle. Je pouvais choisir une malle. Je dis, bien sûr, vous pouvez choisir une malle. Et voilà. Sauf que tout ça est fait en 30 minutes. Là, ça a été en 2 temps. Choisissez quelqu'un et ensuite l'écriture. D'accord? Et si il n'avait pas 30 minutes et qu'il devait lire après, personne ne va le faire. Et qu'est-ce qui surgit? Ça surgit un petit peu, comme c'est sous contrainte, comme un matériau de rêve. Et c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui a été choisi. Vous pourrez le faire après en rentrant chez vous et vous verrez que si vous le refaites dans 1 an, ce n'est pas les mêmes choses qui sortent. Et à partir de là, des objets qui ont été nommés, je peux demander au prochain atelier une construction avec ce qui a été mis. Donc vous ne savez pas ce qui va surgir dans ce moment de contrainte, tout comme le rêve. Et le matériau du rêve et le matériau de l'écriture, pour nous thérapeutes, est un très grand matériel riche d'interprétation que je n'utiliserai pas en séance. Mais ça me fournit énormément d'éléments pour savoir où se trouve la personne dans son processus de problématique ou névrotique ou psychotique. D'ailleurs, dans un de vos exercices, c'est celui de Kafka, il me semble, vous utilisez le matériau du rêve pour cet exercice-là. Lequel pour l'exercice Sur Kafka, utiliser le rêve, noter ses rêves, prendre des fragments de rêves et les noter et faire une histoire avec tous ces fragments. Alors, je ne sais plus pour quel... C'est un petit peu ce que disait Franck lorsqu'il dit qu'il a son carnet et soit il va voir des spécialistes et il note, soit il observe, il entend des choses. Eh bien, vos rêves, vos cauchemars sont de grandes sources fécondes pour pouvoir écrire sous contrainte. Alors, vos plages de temps sont plutôt pas de 30 minutes, mais plutôt de 12 heures, je crois, Franck. D'écriture. Oui. Oui, c'est vrai que moi j'ai un rythme assez rapide, on va dire, entre guillemets, dans la publication. C'est un livre par an, et en plus, ce sont des gros romans. Donc, on a l'impression que j'écris vite, mais en fait, c'est en termes d'heures de travail consacré à un livre, c'est conséquent, parce qu'effectivement, je fais de grosses journées d'écriture.
Après, on parlait de contraintes, c'est intéressant parce que Est-ce que ça vous évoque, vous, la consigne, par exemple? le roman, c'est un monde de contraintes. C'est notamment le roman policier, parce que le roman policier, finalement, c'est que des contraintes, c'est-à-dire ça suit un schéma qui est celui de l'enquête, c'est-à-dire qu'on doit inventer des histoires, mais on sait que ça doit démarrer globalement, de manière générale, par un meurtre, avec des policiers qui vont venir enquêter, qui vont découvrir des indices les uns derrière les autres, qui vont mener à une résolution et à un méchant qu'on va attraper. Donc tout ça, ce sont des contraintes qui existent et avec lesquelles il faut faire. On a la contrainte aussi du suspense, c'est-à-dire il faut que le livre soit accrocheur, donc que les gens aient envie de continuer à lire. Donc moi, j'ai tendance à mettre je me dis à chaque fin de chapitre, il faut qu'il se passe quelque chose, soit dans l'enquête, soit avec les personnages, où on apprend un élément qui va nous donner envie de creuser encore plus et de continuer à lire. Donc ça aussi, ce sont des contraintes. Donc c'est aussi l'écriture de roman, un vrai monde de contraintes, et puis la contrainte, évidemment, liée à l'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut écrire le livre. Et si on n'a pas la contrainte, qui est plus peut-être de l'ordre de la discipline, on va dire, eh bien, en fait, le livre ne s'écrit pas, ça ne s'écrit pas tout seul. Et donc, plus les livres sont gros, plus il faut écrire, et plus il faut du temps pour les écrire. Et donc, oui, il y a cet aspect aussi contraignant dans l'écriture, qui est celui de l'écriture pure, physique, mais ce qui fait qu'on y revient chaque fois et qu'à chaque fois, quand j'ai fini un livre, je m'en mets à écrire, c'est que finalement le plaisir surpasse en fait tout ce monde de contraintes. Le monde des contraintes est intéressant, hein, moi j'adore ça, mais le plaisir est là, et en fait le plaisir pour moi c'est le moteur, parce que si je me fais plaisir, je me dis que le lecteur aussi va ressentir ce plaisir-là. Je pense que c'est aussi ce qui fait le succès des livres, c'est-à-dire on peut ressentir dans un livre qu'on lit le plaisir qu'a eu un auteur à l'écrire. Alors, pour terminer cet entretien, je vais vous poser une question, Neyla. Est-ce que vous rencontrez souvent des patients qui, après la thérapie, se découvrent une vocation littéraire? Oui, absolument. D'accord. Mais je ne vais pas vous dire qui. Ah bon, Je dommage. suis tenue par le secret professionnel. Mais c'est très souvent par pur hasard. Ils ne sont D'accord. jamais venus en atelier d'écriture thérapeutique parce qu'ils voulaient écrire. Voilà. Mais Est-ce ça qu'on peut peut être aller- des artistes dans une autre médiation et qui ont découvert que l'écriture pouvait les aider. Voilà. Et est-ce qu'on peut aller de l'écriture thérapeutique et retourner dans la même journée à l'écriture normale? Est-ce que c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je voudrais juste dire que la note du plaisir est très importante. Je suis ravie que Franck en parle. En tout cas, c'est la théorie fil conducteur de mes ateliers d'écriture, c'est que si on peut penser avec plaisir, alors on pourra penser le plaisir, ce qui est très difficile pour les patients. Voilà. Bien, eh bien, c'est vraiment une conversation que je trouve passionnante, et nous allons maintenant devoir laisser je vais laisser la parole à Françoise Merci, Panissier. je vais récupérer un micro. Et puis, excusez-moi, avant de vous passer le micro, vous lèverez la main.